Le 24 mars 1978, la France est sous le choc car un grand homme d'affaires, belge, le baron Empain, est enlevé. Pendant 63 jours, aux mains de ses ravisseurs, il va vivre l'angoisse, minute après minute, un calvaire. Et cette semaine-là, c'est au bénéfice de l'arrestation d'un de ses ravisseurs qu'il sera libéré. Une remise de rançon est organisée. Rien ne se passe comme prévu. Enlèvement choc, séquence rocambolesque vraiment. L'affaire est incroyable, comme nous le rappelle Adèle Altz. Le 24 mars 1978, une opération de police extrêmement violente annonce la fin d'un drame qui tient la France en haleine depuis plus de 2 mois. L'affaire Empain, du nom de l'homme à la tête d'un empire industriel, enlevé pendant 63 jours et à qui l'on a sectionné un doigt. Eric Young, de la brigade anti-gang, se souvient pour nous de cette arrestation musclée. Je sors mon arme, je lui mets dans la bouche, j'arme. Et je lui dis, t'as vu, ton copain est mort, si tu ne parles pas, je te bute. Retour sur l'un des enlèvements les plus marquants de ces 50 dernières années. L'un des plus puissants hommes d'affaires d'Europe, le baron Édouard Jean Empain, président-directeur général du groupe franco-belge Empain Schneider, a été enlevé ce matin près de son domicile parisien avenue Foch. Héritier d'une dynastie d'industriels, Édouard Jean Empain, 40 ans, est en 1978 à la tête d'une holding employant 130 000 personnes. Le matin du 23 janvier, il est 10h20 quand le baron sort de son domicile sur la luxueuse avenue Foch, où l'attend son chauffeur. Mais la voiture est arrêtée après seulement quelques dizaines de mètres. Un scooter vient devant la voiture du baron Empain et ce scooteriste chute. Le chauffeur qui est jeté dans une estafette, pendant que d'autres hommes qui sont cagoulés lui passent les menottes, prennent la voiture du baron Empain, et c'est la disparition pour plusieurs semaines du baron Édouard Jean Empain. Le kidnapping du multimillionnaire devient affaire d'État et les autorités déploient immédiatement un impressionnant dispositif dans toute la région parisienne, avec des barrages policiers sur les routes. Et lorsque, dans fin d'après-midi, début de la soirée, la voiture du baron Empain est retrouvée dans un parking, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas une empreinte. Et l'affaire démarre avec 0 indice. Mais 36 heures après l'enlèvement, les ravisseurs prennent enfin contact avec la famille Empain. Un message les attend dans une consigne de la gare de Lyon, une demande de rançon de 90 millions de francs. Sur l'enveloppe, il y a un bocal. Dans le bocal, il y a du formol. Et dans le formol, il y a un doigt, une partie d'un doigt, de l'auriculaire du baron Empain. Une preuve édifiante de l'identité du baron que ses ravisseurs gardent dans des conditions difficiles. Il avait une cagoule en permanence. Il était enchaîné du cou, les mains et les pieds. Il ne pouvait pas bouger. Il faisait ses besoins dans un seau. Il était à peine nourri. Il avait juste ce qu'il fallait d'eau pour pouvoir survivre. Après un mois de captivité, la pression monte pour les enquêteurs qui ratent un premier rendez-vous avec les ravisseurs pour une remise de rançon. La police piétine et n'a d'autre piste que de s'intéresser à la victime. L'enquête va alors révéler aux proches du baron, mais aussi au grand public, la vie intime d'Édouard Jean Empain, qui se révèle infidèle et joueur. L'image du baron en est fortement écornée. La famille, ses enfants, les collaborateurs, à ce moment-là, ont commencé à s'éloigner du baron alors qu'il était encore prisonnier de ses ravisseurs, et petit à petit l'ont lâché. Après plusieurs semaines de silence, les ravisseurs reprennent contact, 2 mois après l'enlèvement. Le soir du 24 mars, un policier surnommé Le Chinois se rend au rendez-vous des ravisseurs sur l'autoroute du Soleil, direction Paris, avec une fausse rançon. Nous voyons sortir 2 silhouettes sombres, cagoulées, des grenades et des mitraillettes au poing. Et là, le Chinois s'en aperçoit, il laisse la voiture et il se met à courir sur l'autoroute. Les 2 hommes montent dans la voiture avec la soi-disant rançon et démarrent comme une trombe jusqu'au mur anti-bruit, là où la fusillade va se passer. Et d'entrée, ils ouvrent le feu. Dans la fusillade, un malfaiteur est tué et le chef de bande, Alain Caillol, est arrêté. Mais celui-ci refuse de dire où se trouve son otage.
sors mon arme, je lui mets dans la bouche, j'arme. C'était du 357 Magnum quand même. Et je lui dis, t'as vu, ton copain est mort, si tu ne parles pas, je te bute. Et évidemment, j'avais pas le but, j'allais pas tirer. Et il dit rien. Mais 2 jours plus tard, au 36 quai des Orfèvres, Alain Caillol va faire une demande au commissaire Ottavioli. Je me dis, dans la situation dans laquelle je me trouve, dans la situation dans laquelle se trouvent mes complices, alors que je suis convaincu qu'ils ne toucheront pas 1 franc de rançon, je pense que si vous êtes d'accord, je vais leur téléphoner et leur dire de libérer le baron Rampin et de prendre la fuite. 2 heures après l'appel aux ravisseurs, le baron est libéré devant la station de métro Porte d'Ivry. Ses kidnappeurs lui laissent un billet de 10 francs qui lui permet de prendre le métro. Descendu à la station Opéra, le baron, hagard, en survêtement vert, barbe et cheveux longs, n'est pas reconnu. Il entre dans le drugstore et appelle sa femme. Son rapt aura duré 63 jours. Quand il téléphone, on vient le chercher et on ne le ramène pas chez lui tout de suite. On lui dit, va falloir qu'on parle d'un peu de tout ce qu'on a appris, mais lui, il n'est pas au courant. Il va falloir que tu t'expliques un peu sur tes maîtresses, ces histoires de jeu. Et Rampin, à ce moment-là, s'effondre, se met à pleurer et dit qu'il n'en peut plus. Pendant les moments de rêve, quand j'étais en captivité, je m'imaginais mon retour et je m'imaginais un certain accueil que j'aurais pu avoir. Je dois dire que j'ai été un peu déçu. Il n'a toujours pas digéré cette déception, qui était une déception énorme pour lui. Le baron Rampin était mort, c'est un autre homme qui est né à partir de là. Pardonnant à ses agresseurs, le baron reste amer quant à la réaction de sa famille et de ses collaborateurs qui, dès son retour, le mettront à l'écart. Je pense que peut-être que je serai un peu plus indulgent pour ce que je pourrais appeler des fautes vénielles et peut-être un petit peu plus dur pour des fautes plus graves. Après un divorce et son départ du groupe Ampin-Schneider, Édouard Jean Ampin ne retournera pas à son ancienne vie, transformé à tout jamais après son enlèvement. Oui, Frédéric Gersal, on sent le trouble du baron Ampin. Il ressort de cette captivité, il a perdu 20 kilos, il est très éprouvé, toute sa vie est jetée en pâture, ça c'est très difficile aussi pour lui quand même. Ses ravisseurs, qu'est-ce qu'on apprend sur eux finalement? Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce que c'était des petites frappes? Eh ben, il a fallu le procès pour qu'enfin il retrouve, si j'ose dire, le baron Ampin, ses ravisseurs. Dans le box des accusés, il y en a 8, 6 hommes, 2 femmes. Il y avait aussi des femmes. Et là, il apprend... D'abord, il pardonne. C'est très curieux. Le baron Ampin pardonne à ses ravisseurs, là, devant les juges. Et du coup, eux aussi lui demandent pardon à leur tour. Donc, on est dans une sorte de très curieuse ambiance. Et en fait, le baron Ampin pensait que ça allait peut-être attendrir le jury. Voilà. C'était l'objet, en tout cas, de se repentir. D'excuses en pardon, vraiment drôle l'histoire d'un bout à l'autre. On apprend que finalement c'est le baron Ampin qui est enlevé, mais qu'une autre personnalité richissime aurait pu être la cible de ce rapt. Figurez-vous qu'ils ont hésité. Ouais. Ils ont hésité entre plusieurs personnages. Ils ont hésité avec Marcel Dassault, évidemment, richissime. Et puis ils ont hésité avec le baron Rothschild aussi, le baron de Rothschild. Et puis Claude François, tenez-vous bien, c'est incroyable. Oui, parce qu'il avait ses bureaux juste à côté des bureaux du baron Ampin, justement, dans le 16e arrondissement. Et on a même pensé à Liliane Bettencourt. Mais voilà, la détention d'une femme, sans doute, aurait été plus difficile. En tout cas, c'est le regard que portaient ces terribles ravisseurs, qui ont écopé entre 15 et 20 ans de prison, quand même. Et pour les complices, entre 2 et 5 ans, tout de même. Merci Frédéric. Merci Wendy.